Est-ce que des fois tu te la pètes? Tu saurais traire une chèvre. Dans ton morceau Cellophané, tu dis quand la volaille arrive, pas meilleure cachette que les fesses. C'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même. Faut bien expliquer. Oui. Il y a des techniques particulières de Shaolin. Il faut pas se tromper. T'es né en 1978 Ouais, à Vitry, c'est ça? c'est ça. Tu pesais combien? Ah, je pesais lourd, moi. Ah ouais? Ouais, j'étais un gros bébé. Hein. Je crois 4 kilos quelque chose. Hein. À 4 kilos, c'est pas mal. Le record qu'on a eu ici, c'est NASA. Ah ouais, NASA. 6 kilos. Ouais. Ah, j'aurais dit 12, moi. 10, 12, comme ça. Bah après, la mère décède si c'est trop, je pense. Le record, je crois que c'est 9 sur l'histoire du monde. Ah ouais, putain, quand Mais même. 4,5. 9, il s'est joué au foot déjà à 9 ans, non? Ouais. Je pense qu'il a déjà un À dog. 9 kilos, Il a déjà un dog. Ouais. On t'a dit de raconter des choses sur ta naissance ou pas? Pas trop, non, pas trop. J'ai une anecdote où vraiment, quand j'étais petit, j'étais vraiment... Parce que voilà, les gens qui me croisent dans la rue, ils pensent pas que je fais 1m89. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que les écrans ça rétrécit. Donc j'ai une anecdote quand j'étais petit où il y avait 10 mois, j'avais des examens à faire. Et ma mère me tenait encore dans les bras, je marchais pas encore à 10 mois. Ouais. Et le médecin lui dit, mais ce gros bébé là, lâche-le en fait. Il pensait pas que j'étais encore un bébé, il pensait que j'étais déjà plus grand. Et il lui disait, mais laisse-le marcher. Ma mère elle dit, mais il a 10 mois, il marche pas encore, tu vois. Donc vraiment, j'étais Ouais. vraiment très costaud quand j'étais petit. 1m89, c'est un peu parfait parce que c'est pas handicapant et c'est quand même très grand. Ouais, quand même. C'est la taille que t'aurais choisie si tu pouvais choisir ta taille? Franchement, ouais, parce que trop grand, déjà 89, 1m89, Ouais. le dos, il Ah morfle un peu. Ouais, mais je pense que quelques centimètres de plus, je les aurais payés cher. Ouais. Et mais on voit bien, hein, dans 1m89, Ouais, hein, on a une belle vue. on a une belle vue. Donc, je pense que j'ai la bonne taille. Comment est-ce que tes parents se sont rencontrés? Mes parents se sont rencontrés au pays. C'est pas trop des sujets sur lesquels j'ai eu des discussions avec mes parents. Il y a une certaine pudeur de ce côté-là, mais je sais qu'ils sont de villages voisins, de grandes familles. Voilà, les grandes familles de Kabylie qui chacun a un verset de montagne. Oui. Et puis voilà, c'est des grandes familles comme ça qui se rencontrent et c'est resté comme ça. D'où je viens, c'est vraiment resté un peu à l'ancienne. C'était comment Vitry dans les années 80? Vitry, c'était difficile, hein. C'était une ville très dure parce qu'en fait, dans les années 80, nous, on a connu, on était des gamins, mais on a connu les premiers anciens qui sont tombés dans les drogues dures. Avant ça, il n'y avait pas de drogue dure? Bah, Ouais. peut-être moins, je sais pas, mais de ce que moi j'ai vu dans le début des années 80, dans les débuts de notre jeunesse, quand on commençait à aller au collège, même avant, bah, il y a eu l'héroïne, il y a eu, voilà, où les anciens, il y a eu une grosse vague d'anciens qui ont connu les drogues dures et ça a fait des ravages. Donc, chez nous, à Vitry, c'était un peu, c'était mal vu. Voilà, d'être là-dedans, dans le trafic ou même dans la consommation. De drogue dure. De drogue dure, bien évidemment. D'où cette réputation dans les quartiers de France que Vitry a, de se dire que c'est une ville de braqueurs. Ouais. Donc plutôt que de vendre de la drogue, les jeunes de la ville ont préféré braquer des banques. D'où cette grande légende autour de la ville de Vitry, de dire que Vitry, c'est la capitale des braqueurs. D'accord. Mais légende. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Un peu vrai aussi, quoi. Ouais. Et Vitry, dans les années 80, par rapport à Vitry maintenant? Non, je pense que c'est vraiment deux salles, deux ambiances, hein, Ouais. on peut dire. Non, aujourd'hui, Vitry, C'est mieux. c'est une ville magnifique, ouais. Franchement, elle s'est améliorée, elle s'est bonifiée. La jeunesse de Vitry, elle est incroyable. Moi, je me rappelle qu'à Vitry, il y a des jeunes de la ville, des petites meufs qui faisaient du double dutch. Mhm. Et aujourd'hui, bah, les JO, au JO, ils ont fait rentrer le double dutch. Et c'est les premières filles que j'ai vues faire du double dutch. Ouais. Vraiment dans une niche, dans leur truc, dans leur passion. Et de voir que ça a été jusque-là, voilà, on a vraiment plein d'exemples comme ça dans la ville, de jeunes footeux, où vraiment, c'est vraiment une ville incroyable, plein de ressources, en fait. Ouais. Moi, je me souviens, c'est en 2005, je crois, qu'il y a le Macval qui a ouvert, et c'était un gros truc parce que Vitry, ça avait été connu pour un fait divers assez affreux d'une fille qui avait été brûlée, je crois. Ouais. Et tout à coup, ils avaient l'installation du musée genre d'art contemporain en plein centre du truc, et ça fait 20 ans, et je pense que ça a aidé un peu Vitry à... Ouais, c'est vrai que ça a aidé au rayonnement, et puis ils l'ont fait sur la grande avenue de Vitry qui est censée être, comme on l'appelle entre nous, le couloir de la mort, entre guillemets. Donc, Couloir de la mort, pourquoi?
parce qu'il y a eu des graves accidents de la route. C'est là où tous les quartiers, voilà, où t'as accès par tous les quartiers. C'est par cette avenue-là que tu y vas. Et puis ça va jusqu'à Orly, Choisy, qui est du même accalmie, etc. Ouais. Donc on l'appelait comme ça. Et donc le fait qu'il soit à l'entrée de la ville sur cette grande avenue-là, c'est aussi un fort symbole. Et le musée, il est incroyable. Franchement, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et de voir des œuvres qui me rendaient aussi hommage. C'est un grand bonheur. Salut, c'est le Mug Small Talk. C'était pour vous dire que ce programme vous est présenté par Squarespace, le partenaire qui nous accompagne et nous permet de continuer de faire des small talk de qualité. Squarespace, c'est quoi ? C'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Avec Squarespace, vous pouvez faire des sites web super facilement. Vous pouvez créer des designs à votre image, générer votre propre nom de domaine et même vendre vos contenus. Bref, vous avez un projet ? Une passion ? C'est le moment de vous lancer avec Squarespace et de montrer tout ça au monde entier. Moi, pour mon nouveau site, j'ai décidé de vous faire kiffer. Vous, la fanbase hardcore de Smalltalk. J'ai créé un site de produits dérivés et vous pouvez dès à présent acheter les mugs Smalltalk. Et là, vous devez vous dire, c'est un peu bizarre un mug qui vend des mugs. Mais je suis pas vraiment un mug en fait. Je suis juste un comédien de doublage. Ça existe pas les mugs qui parlent. Ah là là, vous alors. Bref, si vous aussi vous voulez créer votre site web, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10. Voir conditions en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Small Talk. T'as pas mal de frères et sœurs ? Ouais. Combien en tout ? 3 sœurs, un frère. 3 sœurs, un frère. Tu t'es fait bolosser par eux ? Oui, énormément. Énormément, je suis le plus petit. Donc forcément, j'ai subi, moi. Franchement, j'ai subi. Tu te souviens d'un épisode de bolossage marquant ? Bah, plein de fois, en fait. Le petit, on veut jamais l'emmener avec tu sais, il voulait jamais m'emmener en fait. Donc du coup, il trouvait toujours des ressorts pour me laisser sur le carreau et que je reste à la maison et qu'ils partent entre eux, genre à la foire du trône, des trucs comme ça. Je me rappelle, une fois, ils avaient tous fait semblant de dormir. Oui. Pour que je dorme, moi aussi que j'aille m'endormir, et puis ils se sont levés pour partir à la foire du trône. Oh non, les bâtards. plein de trucs comme ça. Donc les petits derniers des familles, souvent je trouve qu'ils ont un petit truc en plus parce que, en fait, ils grandissent dans un environnement d'adultes, en fait, avec leurs frères et sœurs qui sont plus grands, et donc je trouve qu'ils progressent plus vite. Oui. Mais les petits derniers, ils sont aussi un peu chouchoutés quand même. Ouais, quand même. Mais chouchoutés par les parents et bolossés par les frères et sœurs. Exactement, c'est ce rôle-là que j'avais. Et j'avais une mère, à son âme, qui était juste incroyable. C'était juste une femme incroyable. Tu te souviens de quelque chose qu'elle a fait pour toi et qui t'a marqué aujourd'hui ? Donc, je sais pas, tu voudrais parler ? Bah, les conseils qu'elle me donnait, quoi. Les conseils qu'elle m'a donnés, c'est des conseils simples, mais très, très clairs, quoi. Quand j'ai commencé à avoir du succès, elle m'a dit une phrase très simple, très, très banale, où elle me disait, moi, j'y connais rien à tout ça, mais fais attention à ton argent. Et c'est des petites phrases comme ça, anodines, mais avec le temps, elles résonnent dans ta tête et c'est réel, quoi. Et tu sens l'intention des parents, elle est différente de l'extérieur. C'est que du bien, c'est que des bienfaits. Ouais. C'est quoi le premier souvenir de toute ta vie ? Je crois que c'est tard. C'était en 2003. Je crois que ma vie, elle a commencé. C'est ça. J'avais 16 ans. Je pense pas. Mes premiers souvenirs, c'était, je pense, dans ma chambre de gamin, avec mes jouets. Je pense que c'est les premiers souvenirs. T'avais ta chambre à toi ? Non, j'avais pas cette chance. J'avais pas cette chance d'avoir ma chambre à moi, mais j'avais quand même assez de liberté et j'étais cool en vrai. En vrai, franchement, j'étais dans un quartier très difficile. J'ai grandi dans un quartier très dur, mais j'ai réussi à me créer mon petit cocon. Oui. Et mes petits rêves, ma petite passion, vraiment et donc du coup, même pas mal en vrai, c'est ça. Quand tu dis que le quartier était très dur, même quand t'étais, enfin peut-être particulièrement quand t'étais tout petit, tu te souviens de quelque chose de dur qui s'est passé dans ton quartier, genre devant chez toi ? Ouais, par exemple par rapport à ce que je disais, l'époque où les anciens ils étaient tombés dans la drogue dure. Moi je me rappelle d'un matin où je partais... J'étais en CE1, CE2, quoi. J'étais vraiment un gamin, je devais avoir 7-8 ans. Et puis, il y avait un des anciens du quartier qui était allongé sur la pelouse. Et en fait, qui était mort depuis peut-être 2 ou 3 heures.
Et puis, c'est nous les gamins qui allons à l'école qui avons remarqué qu'il était là, en fait. Donc j'ai des images comme ça qui sont choquantes, mais c'est ça en vrai qui fait le plus mal. Quand on vient des quartiers, c'est la destruction, c'est la perte de proches, c'est des choses qui arrivent tellement souvent que ça joue sur plein de choses en fait, sur ton état d'esprit, et même sur tes rêves, en vrai. T'as parlé de ta chambre à l'instant, que c'était tes premiers souvenirs, c'est dans ta chambre. Il y avait quoi dans ta chambre, si t'essayes de la décrire? Ben moi, je me souviens que j'avais peu de jouets, mais c'était que des voitures en fait. Moi, j'étais un accro des voitures. Ouais. Depuis que je suis gamin, quoi. J'aime ça, c'est mon truc, les moteurs, vroom, vroom, vroom. Voilà. Donc, j'ai saoulé tout le monde chez moi. T'avais des modèles particuliers qui... Ouais, les Hot Wheels, là. Oui. Ouais, c'était trop ouf. La Oldsmobile. La Oldsmobile, elle était juste ouf. Et en fait, c'était... ces voitures-là, elles nous ont fait rêver. Les trucs à rétro-friction, là, comment ils appellent ces couches. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est celle-là dont je te parle. Ouais. J'aurais pu jouer des heures avec. Et, ça a vraiment... ça a rythmé ma jeunesse. Tu voulais être quoi quand t'étais petit? C'était quoi le métier de rêve? Bon, on rêve en grand. Quand on est petit, on a des rêves. Ça va jusque dans l'espace, en vrai. Moi, je voulais aller jusque dans l'espace. Je voulais combattre le mal. Genre être un astronaute qui en plus combat le mal. Ouais, et peut-être jouer à NBA aussi. Pourquoi pas, c'est ça. Et mettre des 3 points d'une planète à l'autre, tu vois. Non, vraiment, j'étais un gros rêveur. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis artiste aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment une part, pas de folie, mais je pense d'ouverture d'esprit, d'intéressement, autre que son environnement autour, quoi. Il faut vraiment être grand rêveur. Et je pense que je l'ai beaucoup été. Tes parents, ils ont gardé des dessins que tu faisais quand tu étais enfant? Est-ce que tu te souviens de dessiner quelque chose? Très peu. J'ai très peu de dessins quand j'étais petit, mais c'était pas mon truc de base. Je peux pas être bon dans tout. Ou mauvais dans tout aussi. Et du coup, non, j'ai pas trop de dessins, mais ouais, non. Franchement, non. Tu te souviens de la première personne que t'as admirée? Oui, il y a une personne que j'ai admirée. Je crois que je l'admire encore. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour lui encore aujourd'hui, même s'il est plus de ce monde. En fait, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, j'avais une de mes sœurs qui était ultra fan. Oui. Et du coup, du Michael, j'en ai bouffé quand j'étais petit, quoi. Et puis quand elle était pas là, je me mettais dans son kiff de fan de Michael. Et puis finalement, j'ai tellement entendu du Michael toute ma vie, tous ses albums, tous ces trucs que j'ai l'impression que c'est en moi, en fait. J'ai un bout de Jackson. Je pourrais être le 6e frère Jackson, en fait. C'est vrai que le plus petit, quoi. Et tu faisais du moonwalk en chaussettes? Exactement. Je saoulais tout le monde et on avait un grand appart. On avait un F5 dans le quartier, donc du coup, je faisais on avait un long couloir et du coup, j'avais tout l'espace du couloir pour m'entraîner. J'étais pas mauvais, hein. Franchement, j'étais pas mauvais. Ça t'est resté? C'est-à-dire tu sais encore le faire aujourd'hui? Avec difficulté, mais je le ferai encore. Je sais pas si t'as vu que maintenant il y a des trucs du même genre que je vois sur Instagram, et en particulier, comment ça s'appelait ces gens qui font semblant d'être en lévitation, le levitating walk, où ils font t'as vraiment l'impression qu'ils volent, je sais pas comment ils se démerdent par illusion, mais c'est une sorte de moonwalk, mais pas sur le sol, au-dessus du sol. Tu vois, mais comment c'est possible? Il y a une sorte d'illusion qu'ils font avec leurs pieds, tu vois ou pas? Je vois très bien. En fait, je pense, parce que j'ai pas vérifié leur technique, mais je pense qu'en fait c'est juste un effet visuel où à un moment donné ils sont juste les 2 pieds décollés du sol. Oui. Et donc c'est cet effet-là qui crée l'effet de lévitation. Oui. Mais ça doit pas être si difficile que ça en vrai à faire. Mais en fait c'est comme l'illusion du moonwalk où t'as l'impression que que tout ton corps glisse, alors qu'en fait tu peux parfaitement le maîtriser, mais c'est comme un truc de magicien, c'est que t'attires l'attention sur un truc, ce qui fait que t'arrives à créer l'illusion. En fait, c'est ça, c'est un peu ça. Mais malgré tout, je veux pas quand même dénigrer le travail des danseurs.
Et du moonwalk, parce que quand même, il faut des heures et des heures d'entraînement en chaussettes pour y complètement. arriver. Et le plus dur, c'était celui que moi je pouvais pas faire du tout, c'est celui où tu sais, c'est une sorte de moonwalk en rond avec les bras comme ça, tu sais, où tu fais, où, au lieu de faire ça, tu fais une sorte de tu vois ce que je veux dire? Ouais. Celui-là, il est technique. Ouais, celui-là, il est. Et avec le. Celui-là, je pense, c'est pour les batteurs et tout, les mecs qui arrivent à désarticuler leurs membres. Complètement. Ça doit être une technique très difficile. Tu te souviens d'une énorme joie de ton enfance, un truc où tu fais, je sais pas, un cadeau qu'on t'a fait, un compliment à la maternelle. Ouais, je me rappelle d'un tournoi de foot interquartier, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Oui. Et en fait, mon quartier l'avait jamais gagné, en vrai. On n'avait jamais gagné ce tournoi-là. Et j'étais pas un très bon footballeur. Du coup, on tournait. Donc j'étais un match en défense, l'autre match au goal. Ouais. Puis après, t'as bien gaulé, tu peux monter un peu de poste. Donc, j'étais pas très bon, mais d'avoir participé à cette victoire-là, d'une victoire collective et tout, c'est mes premiers grands souvenirs de joie où je me suis dit, on a réussi quelque chose tous ensemble. Ouais. Et t'avais quel âge, quoi? 7-8 ans? Peut-être 6 ans, 6-7 ans. Ouais. Très très jeune, quoi. T'as un souvenir de vacances marquant de ton enfance? Moi, pendant très longtemps des années de ma jeunesse, j'allais quasiment uniquement au pays, quoi. Ouais. On était très attachés au pays, mes parents, sont restés très ancrés au pays, donc du coup, quasiment tous les étés, je me tapais 2 mois de vacances en Algérie, quoi. Et est-ce que, comme dans la chanson, t'étais réticent à y aller ou tu... Ouais, franchement, en fait, c'est pas la réticence de ce qu'on y trouve. Oui. C'était la longueur, en fait. Ouais. La longueur des vacances, pour nous, c'était interminable. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais on n'a pas la même perception du temps quand on est petit. Oui. Quand on est jeune, quand on a 16 ans et qu'après on a 18 ans, on a l'impression que quand on avait 16 ans, c'était il y a des lustres. Oui. Et le temps, c'était pareil. Pour nous, 2 mois, ça paraissait 1 an. Ouais. Du coup, c'était ça vraiment qui nous faisait chier, quoi. Mais sinon, on passait des moments de ouf. Ouais. En fait, une fois que tu y es, t'es content, quoi. Voilà, c'est juste de t'arracher à l'endroit, machin, c'est ça. Et puis aussi, on était tellement attachés au quartier, on avait peur de louper quelque chose, en fait. De se dire, il va peut-être se passer quelque chose et je serai pas là, quoi. Ouais. Et c'est arrivé que tu loupes des trucs importants? Sûrement des trucs tellement anodins, en vrai. De rien du tout, des tournois de foot, des trucs, des petits trucs. Mais auxquels, quand t'es gamin, tu prends de l'importance. Et c'est vrai que quand t'as 6 ans, que tu pars à la fin du mois de juin et que tu reviens au début du mois de septembre, t'es pas tout à fait la même personne quand tu reviens, quoi. C'est vraiment, t'as changé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis même par rapport à mes vacances que j'avais au pays, c'était des vacances particulières dans le sens où j'étais pas tous les jours à la mer. Moi, mes grands-parents, ils habitaient dans les montagnes, vraiment dans les montagnes de Kabylie. Et du coup, il y a des moments de ma jeunesse, de mes vacances, j'ai des souvenirs où je trayais une chèvre, tu vois, vraiment, j'étais en fermier, quoi. Et mes oncles me montraient les fabriques d'huile d'olive, etc. Et mes souvenirs de vacances de jeunesse, c'est ça, en fait. C'est des souvenirs C'est bosser à la ferme, en fait. Oui. Exactement, en fait. J'allais bosser. Mais en vrai, avec le temps, je me dis, putain, quelle chance j'ai eu, en fait, de découvrir tout ça, très jeune. Ça m'a tellement apporté et appris sur la vie, quoi. Tu saurais traire une chèvre encore aujourd'hui? Je pense que j'ai encore la technique, hein. Il faut... Mais faut y aller doucement, faut pas lui faire mal, tu vois. Mais je pense que j'ai encore la technique de me remplir, un bon bol. Parce que c'est chelou qu'en fait quand moi je pense que j'ai essayé une fois, j'ai pas du tout réussi parce qu'en fait c'est téter avec les doigts, en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est ça traire. Ouais, exactement. C'est téter avec des trucs qui sont pas faits pour téter, quoi. Tu vois, c'est les doigts, quoi. Aujourd'hui je pense avec mes grosses pattes, je pense que faudrait que tu la fumerais la chèvre. Faudrait que j'aille vraiment, tu sais, tout doux, mais c'est vrai que c'est une technique particulière. T'as des souvenirs du club Dorothée? Oui. C'était quoi ton rapport à Dorothée? Moi, mon rapport à Dorothée, c'est... j'ai loupé des journées au centre du quartier pour pouvoir regarder des épisodes de DBZ, quoi. Toi, t'es de la génération qui a même dû connaître DB tout court. Exactement. Quand il était avec son petit kimono bleu et son bâton, là. Et sa queue. Exactement. C'est là où on a découvert Dragon Ball, mais plein d'autres aussi.
Le Chevalier du Zodiaque, même des trucs un peu plus gnangnan, genre Jeanne et Serge, on regardait. Mais bien sûr, qui regardait. Coup de foudre au match de volleyball. Exactement. Jeanne et Serge. Exactement. C'est une sorte d'Olivier Tom avec une fille et un garçon dans le volley. C'était ça, Jeanne et Serge. Exactement, en fait. exactement. Ça, mais, attention, il faut le préciser, en manga. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est une chance qu'on avait incroyable. Ouais. Moi, j'ai un gamin de 10 ans. Voilà, il y a 4-5 ans, il regardait Peppa Pig. Je me disais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? C'est des bulles, quoi. Nous, on avait Ken le survivant, quoi. Ouais, exactement. Ça, puis, l'arracher des bras. Mais oui. C'était violent, quand même. C'était du recul, non? C'était beaucoup trop violent, quoi, je crois. Et il rentrait ses doigts dans les gens comme si c'était du Saint-Doux. Et attends, sur Jeanne et... Non, Juliette, je t'aime, tu te souviens? Ouais, je me souviens à aussi. La pension des Mimosas. Attends, incroyable. Ouais. C'est vrai que celui-là, je l'avais zappé. Il était un peu fleur bleue, celui-là. Ouais, il y en avait un aussi, je sais pas si tu te souviens, Ranma 1/2. Ramna 1/2, mais oui, Hein? bien sûr. Qui était une sorte de super-héros femme, non? Femme, homme Oui. et panda. Le panda de Ramna, oui. C'était un truc de fou. Et du coup, c'est la mystique du dessin animé qui fait que je l'ai kiffé, en fait. Ouais, complètement. Je dis chelou, mais lourd. Mais il y avait aussi, tu te souviens du collège Foufoufou? Ouais, c'était bien. Où ils changeaient de taille. Ouais, c'était Ils étaient, dingue. à un moment, tu es tout petit, et à un moment, ils sont très grands. Et tout petits avec des têtes énormes, en Exact, fait. exact. C'est une sorte de super pouvoir extrêmement chelou qui pouvait changer leur taille et devenir même pas grand, enfin tu vois, un peu plus petit. Ouais, non mais et les premières fois que je l'ai vu, il me faisait un peu peur. Celui-là. Je me suis dit, putain, bizarre ce dessin animé. C'est tellement drôle en vrai. C'est... Moi, celui qui me terrorisait, c'était Ixor. Ouais. Ixor, qui était une sorte de bioman, mais sauf qu'il était tout seul. Ouais. Il pouvait se métamorphoser en moins de 5 centièmes de seconde. C'était dans le générique. Ah ouais, je me souviens de celui-là. Et il y avait des trucs flippants avec des têtes de Strum. À chaque épisode, en fait, il combattait un géant. Exact. Mais je crois que c'est le premier, moi, que j'ai vu en termes de sitcom comme ça, super-héros japonais. Ouais. Avec des étincelles partout, et ils sont toujours les combats finaux, c'était toujours dans des carrières, tu vois, genre des espèces de trucs de chantier. Ouais, c'est vrai, ça a très mal vieilli d'ailleurs. Quand tu regardes très mal. Le dragon en carton là, qui bouge. Mais comme Hélène et les garçons, des trucs comme ça, ça a très très mal vieilli aussi. Ouais, de fou. Ça a très mal vieilli. Moi, j'ai des sœurs, donc forcément, regarde ça, tout ça. Elles regardaient ça à l'époque. Mais moi, je pense que ça, c'est les débuts de ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle l'influence, la télé-réalité, etc. Je pense que ça, c'est vraiment, c'est ce qui a allumé la mèche, en fait. On fait des programmes avec rien, en fait. Et ils jouent pas bien, hein. Du tout. Moi, c'est toujours le moment où dans certaines scènes à mes productions que j'ai revues récemment, c'est, tu vois le truc fini, et tu te dis, donc, en fait, ils ont joué la scène comme ça, et là, le réal, il a fait, c'est bon, là. Tu dis, mais vous l'avez pas du tout. Ça va pas la tête, faut refaire, là. Tu vois. C'est fou. Et puis même les petites minettes, quand même. Oui. Non, on en parle. Oui. Un débat parallèle. Débat parallèle sur les Mallory Nataf. Ouais, pas mal. Mallory Nataf, je crois qu'elle a mal fini, Mallory Nataf. Ah ouais, c'est vrai en plus. Je crois qu'elle a pas bien fini, l'idole des jeunes. C'est vrai. Ouais. Non, Mallory Nataf il y avait eu un petit scandale, tu te souviens? C'était le miel. Oui, je m'en rappelle. Ouais. Dans une émission pour enfants, elle dansait sur scène et elle avait une jupe assez courte et elle avait fait un tour sur elle-même et elle n'avait pas de culotte. C'est ça. Elle n'avait pas de culotte et c'était vraiment avec des enfants qui faisaient. ouais, c'était fou. Ouais, c'est fou. Et on disait que c'était nécessairement un choix. On voit mal comment elle aurait. Enfin, tu vois que c'était délibéré. Peut-être elle a oublié sa culotte. C'est une possibilité. Je sais pas. Mais c'est vrai que. Quelle tête en l'air. Ouais, c'est dingue. Hein. Mais je pense que c'est pas anodin que ce soit cette scène où tout ce que ce truc-là représentait, des trucs, on est border, c'est des préados, c'est des gamines malgré tout. C'est vrai. Nous, on regardait ça comme des gamins, donc les flirts, les machins. Mais si tu te dis qu'il y avait des adultes qui regardaient ça et tout,
côté un peu Framboisier malsain là-dedans. et les musclés. C'est vrai. C'est vrai, avec le recul, là. Limite. T'étais bon à l'école ou pas? J'étais pas mal. Ça va? Ouais, j'étais pas mal. J'ai eu un père qui m'a très bien éduqué, dans le sens où il m'a aidé beaucoup. Il m'a aidé beaucoup à comprendre les fonctionnements, les logiques, les maths, etc. Tout petit, vraiment tout petit. Ce qui fait que quand je suis arrivé à l'école, en CP, je savais déjà lire, je savais déjà écrire, je savais déjà compter, je savais déjà faire quelques additions à 2-3 chiffres, etc. Ouais. J'avais une petite avance, on va dire, qui fait que j'ai surnagé en vrai. J'étais cool jusqu'à très loin en vrai. Ouais. Grâce à ton père. Grâce à mon père, parce que mais aussi par le biais d'un problème que j'avais eu. Je crois que j'avais 5 ans, l'année d'avant de rentrer à l'école. Donc ça a débordé sur l'année où je devais rentrer, où j'ai eu une jaunisse. Et ça a duré des mois en fait. Et la jaunisse, c'est quoi le problème? C'est que tu deviens tout jaune? Bon, tu deviens tout jaune, t'es malade, c'est une grosse... t'es KO quoi en fait. Ouais. T'es KO dans le lit, tu manques d'énergie quoi. T'es KO et t'es tout chum. Ouais, tu ressembles à un Simpson quoi. Simpson malade. C'est ça. Parce que les Simpsons, ils sont jaunes, mais ils sont en bonne santé. Ouais. C'est ça. Donc du coup, ouais, t'es KO et mon père m'a pas laissé comme ça. Il m'a appris plein de choses et il me faisait cours en vrai. Avant l'heure, avant que je rentre en cours, il me faisait déjà des cours. Putain, donc ta jaunisse a été une bénédiction en fait. Exactement. Merci la jaunisse. Ouais, c'est ça. À tous les jaunes de... Tous les jaunes Ça peut te prêter à confusion. Ouais, hein. Ouais. Ok, c'est la jaunisse dont on parle. C'est ça. Qu'on soit clair là-dessus. Merci. Quand t'es rentré au collège, est-ce que t'étais, au collège en général, t'étais dans les populaires, t'étais dans les bolos, t'étais dans les moitié ventre mou? Moi, j'étais dans les à surveiller. Ah. C'est-à-dire que dans mon petit collège de Vitry, etc., j'étais assez populaire. Ouais. Parce qu'en vrai, j'écoutais déjà beaucoup de rap et j'arrivais avec toujours la dernière émission de Radio Nova, la veille. Moi, je veillais jusqu'à minuit et demi, 1h du mat, pour pouvoir arriver lundi avec la dernière émission. Je l'ai, moi, les gars. Oui. Tu l'ai dans ma tête ou tu l'enregistrais? Je l'avais en cassette audio. Ouais, tu l'enregistrais. D'accord. Ouais. Donc, en fait, je veillais jusqu'à que l'émission passe, et elle passait très tard, je me rappelle plus, je crois 23h30, 23h, minuit, des fois un peu plus tard, parce qu'en fait, leur donner l'antenne en fin de soirée, quoi. À Lionel D, Dynasty et tout, à l'époque, il y avait la seule émission rap de l'époque, des années 80. Donc du coup, j'avais ce côté-là populaire, du gars qui est toujours à la page, qui a toujours les derniers sons, les derniers trucs. Mais je venais du pire quartier de Vitry, donc faut se méfier de ces gars-là, quoi. C'est les mecs de Camille Roud, c'est les mecs de Cousy, c'est les mecs d'en bas. Faut faire attention à eux. Donc cool, mais peut-être le fait de faire attention à eux, ça donne aussi de la crédibilité. Ouais, bien sûr. Ouais, ça peut participer à te rendre cool, en fait. Exactement. Ouais. Mais, et aussi un côté où on va pas te faire chier. Ouais. Et donc, t'en joues un peu, forcément, de temps en temps. Tu fais briller un peu les muscles. Tu t'embrouillais avec des gens à cette époque-là? Peu, non. Franchement, peu. Peu, parce que, quand même, malgré tout, on était beaucoup des mêmes endroits. Donc Et puis, Vitry, c'est une ville quand même très condensé, on va dire, où les quartiers sont très proches. Il n'y a pas vraiment de quartiers très éloignés les uns des autres, où il y avait des conflits ou des trucs comme ça. Donc finalement, on se connaissait presque tous, donc on était plutôt cool. Hein. Les meufs au collège, est-ce que tu gérais ou pas? On va dire, c'était mitigé, hein, c'était pas... Tu t'es pris des râteaux dans la face? Ouais, je m'en suis pris des beaux petits râteaux. Tu te souviens d'un râteau en particulier que tu aimerais partager avec nous? Bon, il y a prescription, on peut en parler. Ouais. Sonia, si tu m'entends. Voilà, tu le sais, on sait tous. Tout le monde savait. Ouais. Tout le monde espérait d'ailleurs que... T'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Sonia? Ouais, entre guillemets, ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. C'était au collège et c'était marrant parce qu'en finalement, j'étais pas si à fond que ça, mais
c'était quand même la petite meuf populaire du coin, du quartier et tout. Donc du coup, finalement, voilà, tu voulais en être aussi, comme d'autres, et tenter ta chance, quoi. Oui. Et t'es allé la voir et tu lui as dit bonjour Sonia. Ça te dirait qu'on aille manger une glace, tu vois. Elle a fait non. Oh, merci, c'est cool. J'irai me la payer moi-même, la glace. Putain. Mais genre, les gens autour de toi, tu disais, t'encourageais à aller voir Sonia. Ouais, parce qu'en fait, c'était la montagne à gravir, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que c'était la petite meuf toute mimi du collège que tout le monde voulait avoir autour de son bras. Donc forcément, dès qu'il y en a un qui allait, t'avais une petite motivation autour. Bon, est-ce que lui va y arriver? Donc allez, vas-y mon gars. Ouais. Tu vois? Ils étaient Team Karim, quoi. Ouais. Je suis pas le seul à m'être cassé les dents. Ouais. Et elle est où, Sonia, aujourd'hui, tu sais? Pas de nouvelles. Franchement, pas de nouvelles, mais d'expérience. Oui. Je donnerais quand même, je déconseille, en général, aux gens d'aller vouloir refouiller dans le passé et aller voir les petites meufs qu'on kiffait par-ci, par-là. C'est souvent des déceptions. C'est souvent des déceptions, je suis assez d'accord. Et puis, surtout, l'image qu'on avait de ces personnes-là, elle est tellement parfaite que, voilà, en vrai, vaut mieux peut-être la laisser comme elle était. Oui. Tu vois, sans toutes les expériences dures et pénibles de la vie que les gens ont subies, quoi. Oui. Il vaut mieux la laisser dans les années 80. 90. C'est ça, toute mignonne comme elle était. Est-ce que tu as bolossé des gens quand tu étais au collège? Ouais, quand même. Ouais, bien sûr. On a fait des sacrés trucs. Mais bon, on trichait beaucoup, en fait. On était des gros tricheurs. Mais ça, c'est contre les profs, c'est pas contre les... Oui. Contre les profs, mais on les a bien eus, quand même. Ah ouais. Franchement, on avait des techniques. On avait des techniques incroyables. C'était quoi vos techniques? Vraiment, des techniques de l'élastique. Oui. Où t'avais ta grosse anti-chaise dans la main, comme ça, avec un petit élastique, et du coup... Quand c'était chaud, tu lâches la main. Et le truc, il repartait dans la manche. Voilà, plein de coups qu'aujourd'hui, les petits, on refait la règle, les machins et tout. Ouais. Mais finalement, quand on trichait, j'ai remarqué que en écrivant les leçons, et en les recopiant, finalement, t'étais en train de l'apprendre. Je suis d'accord. Donc, finalement, quand t'arrivais le jour de l'examen, et tu lis ta note, tu te dis, mais je le connais ça en fait, tu vois. Qu'est-ce que je me fais chier à risquer de me faire gauler alors que c'est bon, je connais, quoi. C'est ça. Bac? Niveau bac. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose d'incroyable. De se présenter à l'examen, c'est déjà très difficile. Oui. Mais c'est-à-dire que t'as bifurqué un moment et t'as fait une équivalence de bac, c'est ça? Non, même pas. J'ai fait un vrai bac. J'ai passé le bac réellement. Sauf qu'en vrai, déjà en première, je commençais à être en décrochage scolaire dans le sens où ça m'intéressait moins. J'ai mal été orienté. Ça m'intéressait pas à l'école. Ce que je faisais à l'école, en vrai, j'étais bon, mais ce que je faisais m'intéressait pas, donc j'ai décroché. Je commençais à avoir des sales notes. Je commençais à sécher. Et puis il y avait le rap qui rentrait dans ma vie, donc je commençais à prendre de la place, où je commençais à y croire et à être un vrai passionné. Donc du coup, quand je suis arrivé en terminale, j'ai peut-être fait deux mois d'école et j'ai arrêté. Et dans ma boîte aux lettres, au mois de mai, je reçois la convoque du bac. Je me dis, on va y aller quand même, on va aller tester. J'ai été, sauf que j'avais eu 0 à tous les contrôles continus et tout. Et j'ai quand même failli passer au rattrapage en fait. C'est dingue. J'ai eu 7 quelque chose. Alors qu'il faut 8. Il faut 8, c'est ça. Voilà. J'ai eu 7 et quelques, je crois, 7,46, un truc comme ça. En ayant eu 0 en sport, parce que c'était en contrôle continu, en ayant eu 0, je crois, en 2 ou 3 matières. Donc du coup, c'est ce qui a fait baisser gravement ma moyenne. Je sais pas, peut-être que j'aurais pu l'avoir comme ça, par une opération... En fait, niveau bac, c'est toi qui as fait ton petit calcul et tu dis, oui, j'ai à peu près niveau bac, c'est ça que... Ouais, je pense que ça, t'as passé le bac à un moment donné. T'as passé le bac et t'es pas allé du tout en cours, et avec les notes que t'as eu au bac, avec tous tes zéros, t'as quand même eu 7,45. Donc c'est vrai, non, moi, ton calcul, il est bien. Moi, c'est pas mal, quand même. Si je peux me permettre de valider ton calcul. Ouais, c'est cool, c'est gentil, mon gars. Après, juste après ton niveau bac, est-ce que
T'as commencé des études de quelque chose ou Ouais, j'ai fait... Là, par contre, là, j'ai bricolé. Là, par contre, j'ai sorti toute la boîte à outils. Voilà, pour mes parents, c'était hors de question que j'arrête mes études là et que... Parce qu'ils voyaient que j'avais un potentiel, en vrai. Donc, c'était un gros gâchis pour eux. Donc, du coup, j'ai trouvé un truc qui s'appelle la capacité de droit. Ouais. Où, en fait, tu te payais pour t'inscrire. C'était à la Sorbonne. Et tu passais 2 ans de capacité de droit avec des examens ultra durs pour pouvoir rejoindre le cursus normal et rentrer en DUG sans avoir le bac, en fait. Ok, c'était une façon de remplacer le bac par 2 ans d'études, en fait. Exactement. Ouais, parce que pour moi, retourner au lycée, refaire... Non, c'était hors de question. Donc du coup, j'avais trouvé cette astuce-là. Et pareil, en fait. Oui. 2-3 mois. Et après, t'as arrêté. Ouais, 2-3 mois après, j'ai lâché, en fait. T'as fait des petits boulots ? Je crois que j'ai fait qu'un seul petit boulot, en fait. C'était quoi ? Non, pour être franc, j'ai fait 2 petits boulots. J'ai fait des petits boulots au marché de Vitry, dans le sens où il y a mon père, mon grand frère qui voulait m'apprendre, en fait, que c'était que l'argent. Oui. Et du coup, le dimanche matin, mon grand frère m'amenait au marché et il disait, demande aux gars, là, s'ils ont besoin d'aide pour déballer. Oui. Et s'ils donnent une pièce, tu dis merci. Et s'ils te donnent rien, tu dis quand même merci. Oui. Et donc, j'ai appris vraiment l'argent très jeune grâce à ces petites leçons de vie. Donc ça, pour moi, j'ai considéré comme un premier taf, en vrai. Et puis, à 16-17 ans, une fois, il y a un pote à moi qui s'appelle Bakar, qui était venu me chercher, qui m'a dit, bon, j'ai un plan pour distribuer des tracts. Et donc... je crois que le seul job réel vraiment que j'ai fait de ma vie, c'est distribuer des tracts. Et c'est des tracts de quoi ? Au métro. C'était, je crois, une société d'imprimante. Oui. Un truc vraiment lambda. Et on était sur la ligne 7, qui était la ligne qui nous ramenait dans le 9-4. Et on distribuait des tracts aux gens qui sortaient du métro. Ouais. Je crois que c'est le seul taf que j'ai fait jusqu'à que je devienne artiste. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as été confronté au rap? Parce que tu parlais de Michael Jackson quand tu étais tout enfant. La première fois où tu as commencé à prendre conscience qu'il y avait le rap, que le rap existait, quoi. En fait, c'est mes cousins de Saint-Denis, Hakim, Nordine, etc., qui sont plus âgés que moi, qui ont 3-4 ans de plus que moi, chez qui j'allais tous les week-ends, passer le week-end chez eux, qui écoutaient du NTM, Public Enemy, plein de trucs, du rap américain, Afrika Bambaataa, etc. Et donc, moi, je la regardais avec des grands yeux. J'étais un gamin et je voulais faire comme mes grands cousins que j'admirais plus que tout. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans ce biais-là. Et t'avais quel âge ? J'avais peut-être 11-12 ans. Ouais. Toute fin des années 80, tout début des années 90. Exactement. Donc, début des années 90, je découvre le rap et en fait, c'est ça en vrai que j'aimais. Tout de suite, j'ai compris que c'est ça que j'aimais. Parce que, pour moi, Michael... ça, c'était pas représentatif de tout ce que j'aimais en émotion, en fait. Oui. Il couvrait certaines émotions de ce que j'aimais dans la musique, mais il n'y avait pas ce côté, que j'aimais dans le rap, que j'ai trouvé dans le rap, où vraiment, où c'est un exutoire. Revendicatif, et aussi qui ressemblait à ta vie, en fait. C'est ça. C'est vrai. Exactement. Et puis mes cousins, ils ont été pédagogues, c'est-à-dire qu'ils m'expliquaient, tu vois, Public Enemy, voilà, c'est comme ça, aux États-Unis, ils sont interdits de concert, ils ont un message, pro-black, qui défend les minorités et tout. Et donc tout de suite, le storytelling, j'ai trouvé incroyable, et je suis tombé dedans en fait, tout de suite, vraiment très rapidement. Je suis reparti même de chez mes cousins avec des cassettes directement. Que j'aurais jamais rendu d'ailleurs. Je les ai toujours. Je les ai encore. Et comment t'es passé de genre, oh là là, j'aime trop écouter, je pourrais peut-être faire aussi? Là, par contre, l'envie m'est venue par les grands de la ville, en fait. Il y a des anciens de chez moi qui s'appelaient Doudou Masta, Lionel D, qui est l'un des précurseurs du rap français en France. Oui. Et en fait, Lionel D, il traînait dans le bar du quartier. Et moi, je passais souvent pour aller acheter des baguettes pour ma mère, etc. Je passais tout le temps devant ce bar. Et chaque fois que j'allais devant ce bar, je voyais Lionel D, qui était un mec incroyable. Franchement, humainement, c'était trop. Et donc, chaque fois, j'y allais de ma petite question. Mais le rap, en fait, ça se passe comment pour sortir un disque ?
Et puis il m'expliquait petit à petit des choses et tout. Et il m'a donné envie, quoi. M'a vraiment donné envie. Par la suite, j'ai rencontré d'autres gars qui avaient la même passion que moi, comme Mokobe, Kerry James et tout. Mais les vraies premières personnes qui m'ont vraiment donné envie de faire du rap, c'est les rappeurs de la ville et les grands, quoi. Les plus grands que moi. Et là, t'écrivais au stylo et t'essayais de poser. C'est ça. J'étais nul. J'étais vraiment nul. Quand je pense à la progression que j'ai eue au fil du temps, en fait, l'écriture, c'était pas mon truc. J'étais plus un matheux, moi, en fait. Je suis un mec des chiffres. C'est vraiment mon truc. Donc, d'aller passer le pas de l'écriture, c'était pas facile pour moi. Donc, mes premiers textes étaient très, très nuls. Mais comme j'étais encore plus nul à la danse qu'au rap, je me suis accroché, finalement. Mes potes, ils voulaient danser. Il y en a qui y arrivaient. Oui. Donc, moi, je me suis accroché au rap. Et finalement, voilà, l'histoire m'a donné raison. Et puis, je pense que je ferai du rap toute ma vie, en fait. Tu te souviens d'un truc très 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 nul que t'as écrit dans tes premiers textes? Ouais, je disais, sur mon scooter, on m'appelle la terreur. Des trucs vraiment nuls, tu vois, des trucs vraiment incroyables, tu vois. Des trucs, tu vois, je vais te dépouiller ta veste alors que j'avais 12 ans, tu vois ce que je veux dire, tu sais, des trucs. Tu vas probablement pas me dépouiller ma veste, non? Ça, t'as capté. Donc ouais, c'est super souvenir. Comment t'es passé de quelqu'un, surtout à quelle vitesse est-ce que t'es passé de quelqu'un qui essaye de percer dans le milieu du rap à quelqu'un qui, il est respecté et il est connu et ça y est, quoi, t'y es? Moi, je pense que ça s'est fait par solidarité, en vrai. C'est-à-dire que on était un groupe de potes qui avaient la même passion et du coup, peut-être même des fois, sans le savoir, on se donnait de la force, en vrai, les uns les autres. C'est-à-dire que chacun nourrissait le rêve de l'autre, qui fait que du coup, on a réussi à aller au bout de ce rêve-là, avec rien en vrai, mais vraiment rien du tout. Pour accéder au Major à l'époque, pour nous c'était un truc trop grand, inespéré, etc. Mais le fait d'être quand même dans ce petit réseau rap où on allait dans les boutiques de vendeurs de vinyles, etc., ça nous a quand même créé certains contacts et une certaine approche dans le milieu du rap qui n'est pas anodin en vrai. C'est que on l'a provoqué le truc. C'est pas venu tout seul, c'est pas... c'est le travail, bien sûr, mais c'est aussi le fait d'aller vers la chose. On y a été pour de vrai, quoi. On n'a pas été à demi-teinte ou on y a laissé des plumes, quoi. Et tu parlais de ta victoire au football quand t'avais 6 ans, qui était le premier moment où t'as fait genre oh, j'ai réussi. T'as un équivalent dans le début de ta carrière en rap? Ouais, j'ai un équivalent. J'en ai deux. Je pourrais dire les victoires à la musique parce que ça, c'était une vraie consécration. On a gagné 2 à une époque où le rap, voilà, il avait encore toute cette image négative autour. Mais je pense que c'est encore plus anodin. C'est mon premier passage radio, en vrai. C'était juste ouf, quoi. D'entendre sa voix à la radio. Tu te souviens où t'étais? En fait, on partait à un concert de province avec Ideal J, qui était le groupe de Kerry James, et DJ Mehdi, paix à son âme. Et on partait en province dans une petite salle, je crois, c'était à Saint-Dizier ou un truc comme ça. Et donc, on se donne tous rendez-vous au McDo d'Orly, sur le parking. Et puis, il y a les voitures qui sont là, ouvertes et tout. Et t'as le morceau de 113 qui passe à Skyrock, qui s'appelait Truc de fou. Et on se regarde tous comme ça. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Il se passe quoi? Et en fait, la radio ne nous avait pas prévenu que le titre rentrait en rotation. Donc on l'a découvert, comme tout le monde, à la radio. Et ça, ce souvenir-là, c'était fou, quoi. C'est le premier, vraiment, je me dis, c'est la première pierre à l'édifice. Où je me dis, vraiment, on a réussi à quelque chose d'en dehors de nous, quoi. De se rapper entre potes, à la maison du quartier ou quoi. Non, vraiment, là, on a passé un cap, quoi. Tu te souviens du jour où t'as reçu ton premier gros cachet? Ouais, bien sûr. Bien évidemment, ça s'oublie pas, ça. On peut pas oublier ça. Ouais. T'as fait quoi avec? En vrai, je suis arrivé, je l'ai tendu à mon père. Oui. Et je lui ai dit, vas-y, prends ce que tu veux.
Et puis mon père m'a dit, m'a dit fais attention. Et là on a pris un petit peu. Quoi. Okay. Forcément. Et avec le reste, est-ce que tu l'as mis de côté bien sagement ou alors est-ce que t'as fait péter un truc dont tu rêvais? Je pense que, on va dire, j'ai fait les 3-8 en fait, partageant en 3, tu vois, et c'était 8 heures, on fait la fête, 8 heures, on coffre, et non, franchement, c'était ça, j'ai un peu des deux. Ouais. J'ai profité quand même, faut dire la vérité, on est sortis, on a fait la fête, on a fait la main là, comme disent les gens. Y a des mecs comme David Guetta qui peuvent en témoigner, qui était un gros organisateur de soirées à l'époque. Il faisait les soirées au bain-douche et tout. Il disait, mais les gars, vous dormez quand en fait, tu vois? On était tous les soirs là-bas, tous les soirs. Donc on a eu cette période-là. Mais je me suis très vite responsabilisé dans le sens où, quand je suis rentré dans le domaine du rap et dans vraiment le milieu, le business, à proprement dit, je voulais tout savoir en fait. Comment on produit, comment on crée, pourquoi cette usine pour produire et pas l'autre. Vraiment, j'ai été très vraiment de manière scolaire. Ouais. J'ai appris le métier et j'ai monté mon label très rapidement, très vite. Alors là, on a déjà commencé à parler de ce pourquoi t'es connu, mais c'est très bien. Tu seras sur la scène de l'Adidas Arena le 12 décembre, c'est ça? Est-ce qu'il va y avoir un truc dans ce concert qu'il y a eu dans aucun de tes concerts précédents? Je pense que oui, parce que ça fait déjà, je pense, 6 ou 7 années que je me suis pas produit à Paris. Et donc, il faut marquer le coup. Il faut vraiment marquer le coup. Il faut qu'on montre aux gens tout le parcours qu'on a eu et qu'entre-temps, j'ai pris beaucoup d'expérience et il s'est passé plein de choses dans ma vie. Tout ça, faut que tout ça se retrouve sur scène. Et en même temps, je veux que ce soit mon image. C'est-à-dire, c'est pas un concert à proprement dit, comme on va à un concert. Non, on va à une fête, en fait. On va chez son oncle. On va chez tonton. Comme quand on va chez la famille. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ça. Comme quand on va à un repas de famille. Je veux vraiment que on ait cet esprit-là de fête et de communion. Parce que, pour moi, un bon concert, c'est pas seulement le beau spectacle, la scénographie, le spectacle, la déco, voilà, la jonction des titres, machin. Ouah, super, à ce moment-là. C'est pas que ça. Il y a un public en face. Ouais. En fait, tout ça, c'est pour eux. Donc, si ces gens-là repartent sans avoir passé des moments forts d'émotion, t'as raté ton travail en vrai, tu vois. Et donc on part là-dessus et aussi à l'image d'un vrai tonton, dans le sens où je vais venir avec tous mes neveux, quoi. C'est mes neveux de 25 ans de carrière. J'ai des neveux qui sont papas. Oui. T'es grand-oncle, t'es grand-tonton. C'est ça. Et t'as un souvenir d'ailleurs, parce que tu parles de concerts réussis, t'as un souvenir de concerts bien foirés? Moi j'ai un souvenir où vraiment où, en fait je crois on avait joué en Suisse ou je sais plus où. Oui. Et pour moi, je savais qu'on s'était foiré, c'était mon groupe 113. Je savais que on n'avait pas fait une belle presta, tu vois. Oui. Mais je pensais pas autant, je me suis dit bon, ça va. C'était moins bon qu'à Nantes, mais en même temps la Bretagne, c'est là, frère, tu vois. Donc du coup, j'ai pas fait attention et puis le lendemain, on va pour partir dans le train, et puis t'as le tourneur qui arrive avec toute la presse locale, qui nous dit « Tenez les gars, ça parle de vous ». Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient détesté le show, Et en vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'avait pas fait par rapport au début de la tournée de 113, c'est que on avait fait très peu de répètes. Parce que le succès était tellement gros, qu'il fallait partir sur la route tout de suite, en fait. Donc du coup, on n'a pas pris le temps d'apprendre ce métier, parce que c'est un métier, la scène. Les gens comprennent pas. Quand je vois aujourd'hui les petits qui montent, qui rappent sur la bande, c'est pas ça, être sur scène. C'est pas ça, être un artiste de scène. Donc, voilà, on a eu une formation accélérée. Ouais. Et du coup, voilà, il y a eu des quoi d'ailleurs? C'est qu'est-ce qui déconne dans ce concert-là? Genre, si t'étais en train d'écouter le concert, genre, qu'est-ce qui va pas, quoi?
Bah, ce qui allait pas vraiment, c'était... on se marchait dessus, en fait. Tout le monde parlait en même temps. Ah ouais. Ça va, les gars? Ouais, vous? Ouais, machin. Et donc ça Ouais. faisait un gros brouhaha. Ouais. Mais pas une fois, en fait, entre chaque titre. Donc du coup, Chiant. les gens disaient, putain, les mecs sont saoulants. Ils disent... Ouais. Après, ça disait presque qu'on dit n'importe quoi entre nos titres. Ok, les titres sont puissants, ça disait ça. Ouais, les titres sont incroyables, faits avec énergie et tout. Mais les entre-titres, c'était la cata, en fait. C'était pas organisé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Dans ton morceau Cellophané, tu dis « Quand la volaille arrive, pas meilleure cachette que les fesses Ouais. ». Quand la volaille arrive, pas meilleure cachette que les fesses. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même? Ouais, mais en fait, attention, faut bien expliquer, il y a des techniques particulières de Shaolin Oui. il faut pas se tromper. Il y a plusieurs techniques. Il y a coffrer et caler. Ouais. Donc, nous, on cale. Oui. C'est-à-dire que on le cale comme une carte bleue dans le TPE. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. C'est calé. Là, c'est limpide. T'as capté. Oui, j'ai Mais il y en a, malheureusement pour eux, qui se retrouvent en prison, entre autres, Oui. qui coffrent. Ça, le coffre, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu le vois plus. Exactement. Il est caché Ok. dans le coffre-fort. Ok, c'est très clair. Voilà. C'est très clair. Et donc, bon, la volaille, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ouais. Hein, voilà. Bon. Ouais. Attends, qu'est-ce que je veux dire Et donc, oui, pardon. Et donc, toi, tu as calé. Oui. As-tu coffré? Non. Non. Ok, TPE. TPE, TPE. carte bleue, Visa, Ok. les systèmes de paiement normaux, habituels. Très bien. C'est très clair. Non, mais c'était bien de clarifier ça entre nous, quand même. C'est cool. Ouais. C'est vrai qu'il fallait le clarifier, faut bien le dire. Jour de pluie, tu dis au parlu, j'ai jamais fait un Casper. Je fais tourner la roulette comme un hamster. Au parle, j'ai jamais fait un Casper. Un Casper, on se dit Casper fantôme, donc. C'est ça. Donc c'est ne pas aller au parloir. Exactement. C'est-à-dire, en gros, j'explique que j'ai jamais planté un parloir. Mais planter un parloir, ça veut dire que tu vas parler à des gens qui sont En prison. en prison. C'est ça. Ah oui, et donc en fait, il y a genre des rendez-vous avec quelqu'un, et C'est ça. il y a des gens qui se présentent pas. Exactement. Et c'est ça pas arrive. sympa. Exactement. Parce Ouais. qu'en fait, on va chercher le prisonnier dans sa cellule, on le fait déplacer, etc. Et sans dire qui vient le visiter, Ok. lui rendre visite. Donc du coup, pour lui, c'est pas, ça peut être sa mère, ça peut être sa femme, ça peut être ses potes, ça peut être... Donc lui il se prépare, machin, et tout, il le descend. Et puis il est content de voir quelqu'un de l'extérieur, Oui. de ses proches. Oui. Donc de le planter, c'est un coup de couteau en vrai. Ouais. Donc voilà, j'explique ça, et c'est aussi une façon de dire, faites pas ça les gars en fait, Ouais. tu vois. C'est dans ce sens-là que je le dis. C'est particulièrement pas sympa, quoi. C'est ça. Ouais, vraiment, Parce que c'est vraiment genre, ah, tu vas avoir un cadeau gigantesque. Non. C'est ça. Donc voilà, c'est des trucs où ils sont déjà assez dans le mal et dans le dur pour en rajouter, quoi. La fin de l'interview de Small Talk, là pour l'instant c'était chronologique. Je sais pas si t'as remarqué. On est parti de ton enfance, on est arrivé à ton succès. Là c'est thématique. Et la première thématique, c'est les vices. Quel est le rapport que tu entretiens avec le shit? C'est un rapport, on va dire, artistique, en fait. C'est pas un truc dont je suis dépendant dans le sens où j'ai besoin de fumer, je suis comme un dingue. Non, j'ai pas ce truc-là, mais c'est un truc, en fait, j'ai toujours créé de cette manière-là. Oui. Donc, les fois où j'ai essayé de le faire sans fumer, en fait, je retrouvais pas tous les éléments. T'écris, je vais te dépouiller de ta veste. Bah, exactement, je me retrouvais à réécrire comme dans mes débuts, tu vois. Donc, du coup, ça fait partie, en vrai, c'est que ça colle avec. Mais là, avec le temps, en vrai, je me rends compte que c'est quasiment presque qu'au studio que je fume, quoi. Ouais. Ouais. C'est vraiment pour créer, quoi. Exactement. C'est comme ça que ça m'est venu, en vrai. Dans ton morceau Bonhomme de neige, tu dis à un moment, j'ai fait un bonhomme de neige avec de la pure. De la pure quoi? De la cocaïne pure. Ouais. Cocaïne base. Cocaïne base. Colombie, Bolivie. C'est quoi le plus gros animal que tu as tué dans ta vie? Oula.
J'ai tué un ours de mes mains quand j'avais 13 ans, mais Ouais. Bon, ça. à ça part qui- ça, qui ne l'a pas fait. non, je crois que c'est une poule. Hein. Tu sais faire encore ou pas? Ouais, j'ai encore une Ouais. technique de... Ouais. Ah, c'est pas avec. Ouais. C'est pas guillotine. Non, Non, d'accord. non, ça à la lame, bien aiguisée. Ah, d'accord. Non, moi je pensais, là tu faisais un truc, je pensais, tu sais, comme dans les films où tu Ah, fais... je tordais le cou. Ouais, comme ça. Non. Je me disais que c'est que Bruce Lee. Non. Moi, j'ai grandi plus ou moins dans la ferme, dans la montagne. Oui, c'était... Donc ce que c'était tout un le monde truc faisait. courant en vrai. Tu vois, la grand-mère prend une poule, allez, Vas-y, on prépare pour déjeuner, quoi. au four, quoi. Ouais, tu vois. bah c'est ce que c'est... Donc j'ai eu ce rapport-là, donc j'ai vu du sang très vite, j'ai vu tout ça, quoi, en vrai. Puis cette poule-là, c'est sûr qu'elle est mieux que ton poulet de batterie. Exactement. Et puis la grand-mère, alors, Ouais. elle égorgeait la vieille poule, Ouais. tu vois. Oui, c'est ça. Qui était sur la fin. Justement, moi, je pense que c'est peut-être moins sain de créer de nouvelles techniques, parce qu'en vrai, leur nouvelle technique, c'est pas pour le bien de l'animal ou la souffrance animale. C'est industriel. C'est tout simplement, c'est Ouais. pour faire plus de chiffres et Ouais. pour les tuer plus vite, justement. Ouais. Il y a tout un truc comme ça que les gens omettent de dire, de trucs. Donc voilà. À quel point tu parles bien anglais? A little bit. A little bit. Je parle l'anglais thaï, en fait. Ouais. Parce que j'aime beaucoup partir en Asie. Oui. Je m'arrête souvent en Thaïlande où je fais du sport, je fais Ouais, plein de ouais. trucs là-bas. Et ils ont un anglais, mais c'est l'anglais le plus facile du monde. Et ils te comprennent, tu peux dire bottle, Oui. et il comprend ce que tu veux dire. Oui, Il oui. comprend que ouais, j'ai besoin que tu ailles chercher la bouteille et de Oui, la ramener, de tu vois. Chivas Régal, 12 ans d'âge, machin, et t'as juste dit bottle. C'est ça, t'as capté. Est-ce que tu sais utiliser des armes à feu? Oui, je sais utiliser des armes à feu. Je faisais même du tir, hein, à un moment. Je faisais du tir. C'est un exutoire de dingue. Ouais. Et c'est un vrai sport. Franchement, c'est un vrai sport. J'y allais à reculons. J'avais un gars qui faisait ça et il m'invitait dans un stand de tir. Donc je tirais et tout avec lui. Je suis bon d'ailleurs, je suis très bon. Ah oui. Je sais pas, ouais, j'ai le truc. Et c'est pareil, hein, c'est comme le foot, tu sais très vite si t'as le truc ou pas, tu vois. Et donc j'y allais souvent. Et en fait, quand tu sors de là-bas, t'es exténué en vrai, t'es super En fait, c'est fatigué. parce qu'il y a une sorte de tension de... Ouais. Ouais, il y a une tension. Et puis même les armes à feu, en vrai, faut comprendre que quand on tire, l'impact, c'est ton corps qui l'amortit. Ouais. Donc du coup, ça fait des dégâts en vrai. Ouais. C'est pas anodin, c'est pas juste. Je crois que ça dépend quand même un tout petit peu du calibre, quand même. C'est-à-dire que... Voilà. Il y a un petit... Ça peut passer de... Oh, C'est vrai que ça peut faire ouais. pouc. Oui, voilà. Et là, ouais. Est-ce que t'es un bon négociateur? Ouais, ça va. Je suis plutôt un bon négociateur, mais je suis ferme. Je suis très dur. Ouais. Très, très, très dur en affaires. Dans le sens où je fais très peu de marche arrière. Ouais. Je sais ce que je veux dans la vie. Et donc, c'est tout droit. Mais en fait, moi, ce que je me dis sur la négociation, des fois, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Si tu veux vraiment très, 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 très fort un truc que quelqu'un est susceptible de te donner ou pas, t'es un peu baisé. C'est vrai. Et vice versa. Oui, bien sûr. S'il Bien veut sûr. quelque chose que t'as et qu'il Ouais, veut ouais. vraiment, il va y mettre le prix. Tu peux bluffer, mais c'est dangereux parce que tu risques de pas avoir le truc que tu veux. Donc tu peux pas faire des miracles, quoi. Voilà. C'est vrai, mais c'est pour ça que même si je suis dur en affaires, Ouais. j'essaie vraiment d'être le plus honnête et le plus juste possible. Parce que je suis un entrepreneur, je sais ce que c'est. J'ai mon propre argent, ma propre monnaie, je l'ai mis sur moi-même, j'avais 22 ans. J'ai créé un label, tout le monde me prenait pour un fou à l'époque. Donc, je leur disais que les masters, des disques, c'est plus important. Les gars, gardez vos masters, gardez vos éditions. On m'écoutait à demi-mot. Et donc, moi, toute cette période-là, j'ai mis mon propre blé. Donc, je sais ce que c'est que d'investir. Donc, je veux pas voler les gens et ce que j'ai à vendre ou ce que j'ai à négocier, j'essaie de le faire le plus justement possible. C'est quoi le domaine de la connaissance où tu t'y connais le mieux? La musique, je pense. Ouais. Ouais, Genre, la musique, c'est mon t'es truc. encyclopédique un peu dans la musique. Ouais. Franchement, l'autre fois, on était sur l'autoroute et il y a un gars qui écoutait un son à moi à 200 mètres, tu vois. Ouais. Mais les gens entendaient le boum, boum.
Et je savais que c'était moi, tu vois. Et je dis à mon pote, c'est un mec, écoute, puis c'était quel titre, c'était Contrefaçon, je crois, je sais plus. Et après, le mec nous dépasse, et mon pote voit qu'il écoutait le son, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, c'est fou. Fort. Ouais, donc c'est vraiment mon truc. Vraiment, je dévore tout, tout. J'écoutais du rock alternatif, j'ai vraiment tout écouté. Santé. Rubrique santé. C'était quoi ta plus grande douleur physique de toute ta vie? Ma plus grande douleur physique, je pense que c'est ma brûlure, en fait. J'ai une brûlure, je la montre, j'ai pas en fait, à la main. Ça, je devais avoir peut-être 4 ans. J'étais au pays, je me suis brûlé sur un chauffe-eau, en fait, sur une plaque chauffante. Et je m'en rappelle de la douleur comme si c'était hier, alors que j'avais 4 piges. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose où c'est un très très mauvais souvenir et j'en ai vraiment souffert. C'est peut-être ça ton premier souvenir en plus. Je te jure, Ouais. c'est peut-être vraiment ça, c'est possible, ouais. vraiment. Et en même temps, je suis content parce que j'avais très peu de souvenirs de ma grand-mère paternelle. Oui. Et tous ces moments-là, en fait, des souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'est des moments de réconfort où elle me réconfortait et tout. Et du coup, quelque part, je suis content de m'être brûlé pour avoir ces moments-là gravés dans ma tête pour toujours. Mais t'as l'air de l'avoir laissé longtemps sur la plaque chauffante quand même, ta main. Ouais, T'as pas fait genre aïe, t'as fait genre. Oh bah, ouais. Mais en fait, au début, je pense que ça devait sentir la crêpe. Oui. Donc je me suis dit, putain, génial des crêpes, tu vois. Ouais. Puis après, le temps que je comprenne. Ah, c'est ma main. En fait. Et voilà. Tu t'es déjà fait opérer? Bah, de la main, ouais, 3 fois, en fait. Ah, à cause de. Ouais, parce qu'en fait, j'étais petit, donc quand tu grandis, la peau, elle s'étire. Et donc, il y a des bouts de peau qui étaient brûlés qui grandissent pas, en fait. Ah ouais. Donc, j'ai dû faire des greffes, des opérations, des machins. Mais bon, ça va. Bon, là, franchement, oui, on voit qu'il y a franchement. une petite aspérité, quoi. Ouais. Ouais, voilà, on voit que c'est un petit peu usé. Mais au prix de 3 opérations, quoi. Donc, ça. genre, dans l'enfance encore, toutes les opérations. C'est ça, exactement. Ouais. C'est des années aussi où j'étais pas à l'école, en fait. Ouais. Donc, du coup, mon père me redonnait cours, me faisait cours. Jaunisse, brûlure. Voilà, exactement. Ça, chaud, quoi. Si tu devais avoir je sais pas si cette question est très bien. Si tu devais... t'es obligé d'avoir un handicap, tu choisis quoi? Franchement, j'ai croisé un pote à moi. Oui. Qui est muet, en fait. C'est devenu un pote par la force des choses parce qu'en fait, c'était un fan. Et il venait à tous mes concerts. Vraiment tous mes concerts. Et je l'ai croisé, il y a peut-être 2 mois, avec sa femme. Et je l'ai vu avec sa femme, ses enfants, des super beaux gamins, tout beaux. Ils étaient trop beaux de les voir ensemble. J'ai trop kiffé. Et sa femme n'est pas muette. Oui. Ses enfants ne sont pas muets, etc. Et en fait, il y a que lui qui est muet. Et je me dis, mais en vrai, c'est pas si ouf que ça. Oui. Pour la musique, ouais. Voilà. C'est-à-dire que la carrière sur scène, elle est... Ça va lui donner un petit coup d'arrêt, quoi, au concert. C'est sûr. Mais il y a tellement, je sais pas, je pense que Louis, c'est important, je préfère. Oui. Est-ce que je préfère pas écouter de la musique qu'en faire, en vrai? Oui. Je me dis ça, en vrai de vrai. Et puis, j'ai vu tellement de belles choses dans ma vie que, de mes propres yeux, que ça aurait été trop dommage de pas voir tout ça, quoi. Mort, maintenant, après santé. Séquence mort. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Oh, j'allais dire plusieurs fois par jour, mais au moins une fois sûr. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Genre, tu penses qu'après, c'est juste... Ouais, j'ai des convictions religieuses, ouais. J'ai des convictions religieuses. Donc ça doit être apaisant, quand même, ça. Ouais, moi, j'ai pas peur de la mort, hein, Ouais. à proprement dit. Je pense que quand elle se présente à toi, elle est devant toi, forcément qu'on doit avoir une peur, on doit être terrifié. Mais je pense que c'est plus la peur de l'inconnu que la peur de la mort en elle-même. Ouais. C'est la peur de l'après, plus que de mourir et de plus être là. Parce que t'es plus là, en fait, tu vois.
C'est juste ça. C'est le avant. Tu dis, ah tiens, parce que même quand t'as des convictions, il y a une petite incertitude sur ce qui va se passer quand même. Et c'est cette incertitude qui est un peu relou, quoi. C'est ça qui est fort dans la religion, c'est qu'on a toujours le libre arbitre jusqu'à la fin, en fait. Ouais. Donc tu peux douter jusqu'à la fin de ta vie, en vrai, de tout. Et donc, ouais, c'est quelque chose dont je pense souvent. Et puis malheureusement, c'est quelque chose qui est présent, quoi. Moi, je trouve que les gens sont beaucoup moins en bonne santé que l'époque. Aujourd'hui, il y a des AVC, des mecs qui partent à 40 ans, tu vois. C'est quelque chose de dingue que j'ai pas connu dans les générations précédentes. Moi, j'ai pas vu les amis de mes parents partir d'AVC comme ça, sans raison particulière du jour au lendemain, quoi. Si tu devais choisir une méthode d'exécution pour toi, tu choisirais laquelle ? Dans mon sommeil. Non, mais c'est pas une méthode d'exécution, ça. C'est genre, t'es dans le couloir de la mort, alors moi, si ça peut être dans mon sommeil, tu vois, il faut prendre dans les trucs qui sont disponibles, c'est-à-dire la guillotine, le peloton d'exécution, l'injection létale, le fait, alors ça c'est un peu passé de mode, mais le fait de précipiter les gens dans un trou, enfin tu vois, de haut, puis ils tombent par terre et ils sont décédés. Ah ouais, putain, ça se fait plus trop. Mais ou la pendaison. Ah putain, ça doit être horrible. Il y a deux types de pendaison. Il y a la pendaison haut et court où genre c'est lent, mais c'est genre je peux plus respirer, puis après tu décèdes. Et il y a l'autre qui est pendu où on te jette et tu tombes dans un trou et ça casse. Non, moi je dirais peut-être c'est sordide comme question. Une balle dans la tête. Ok, très bien. Rapide. Ouais. Tout s'éteint. Lumière éteinte, on évite la souffrance. Ça doit être dur, quoi, que les derniers instants de ta vie soient les plus durs de ta vie, en fait. Ça doit être quelque chose de très très dur. Donc un truc rapide, quoi. Ouais, un truc rapide. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont inventé tous ces trucs de torture, là, les pendaisons, les machins. C'est pas seulement pour tuer la personne, c'est pour la briser avant de la tuer, en fait. Pas bien. Merci pour ta candeur. C'est pas fini. Ton dernier repas dans le couloir de la mort, avant l'exécution, qu'est-ce que tu prends ? Un beau faux filet. Un faux filet ? Ouais, un beau petit faux filet avec des petites pommes grenailles. Un bon hamoud, c'est une bonne boisson algérienne que j'aime énormément. Un bon grand verre de hamoud. Et puis un café avec une petite clope pour finir le repas, bien sûr. Très bien. Et après, une petite balle dans la tête. Voilà. C'est horrible ce qu'on raconte. Vers ici de préférence. Voilà. Okay. C'est bon. Ah oui, le visage intact. Beau faciès. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un de... Bah oui, non, t'as déjà vu quelqu'un de mort à l'âge de 6 ans sur la pelouse quand t'es sorti de chez toi. Ouais. C'était ça la question. Mais... Ouais, j'en ai vu plein même. J'en ai vu plein parce que j'ai pas ce rapport de comme je t'expliquais, de peur par rapport à la mort. Ouais. J'ai des convictions religieuses où, pour nous, dans la religion... la mort, c'est qu'une étape, donc forcément, quand il y a des décès, je suis là, je vois les morts. Je vais dans les morgues. Voilà. Ouais. Si on te propose de diviser ta masse musculaire par 4, mais de devenir 2 fois moins intelligent, 2 fois plus intelligent, pardon, sinon ça n'a pas de sens, sinon c'est vraiment de la merde. 2 fois plus intelligent que tu es, est-ce que tu dis oui ? Masse musculaire. Non, je dis non, les muscles. Les muscles, ça s'achète presque maintenant aujourd'hui. Oui. T'as pas vu les BBL, les machins, là ? Les Brazilian butt lift ? Ouais. Mais je crois pas que c'est du muscle qu'ils mettent, non ? Mais il y a des pecs, des PPL, ou je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Oui, des pecs artificiels. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait, J'ai vu ça, j'étais outré. C'est vrai que quand tu vois des pecs, tu dis pas, c'est des faux pecs. Des APL. On peut pas appeler ça comme ça, je sais pas. Mais... Je crois que ça veut dire aide pour le logement, mais ça veut dire aussi les abdos artificiels. Quelle proportion des gens, à ton avis, te trouvent beau ? Tu vois, la beauté, c'est, comme on dit, c'est subjectif, hein, en vrai. Mais justement, subjectivement, à ton avis... je pense que je suis pas dans le haut du panier, on va dire. Mais j'essaie d'avoir un visage neutre. Mais j'ai du charisme, en vrai. Ouais. C'est ce qu'on me dit souvent, après. C'est pareil, hein, tout est relatif. Ouais. Mais je pense que le charme, c'est plus important que la beauté. Tu as choisi d'être chauve. Exactement. Pourquoi ? Malheureusement, j'avais pas des cheveux aussi beaux que les tiens, lisses.
Moi, j'avais les grosses bouclettes en cuivre, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu pouvais y aller Pento, comment on appelle ça Brillantine. Le gel. Le DOP, non Vivel DOP. Mec qui frotte le mur. Ah oui, le gel, ouais. Voilà, le gel, là, Vivatop, Vivadop, je sais plus comment on appelle ça. Vivel DOP. Et la laque aussi, ouais. Ouais. Et ça Rien n'y fait. rien. Ah ouais. Rien n'est fait. Donc en fait, la réponse simple, c'est tu as choisi d'être chauve parce que t'as des cheveux de merde. Ouais. Voilà. Ouais. On peut résumer comme ça. Ouais, on peut le dire comme ça. Si tu devais changer un truc dans ton visage, t'es obligé de changer un truc. Hein. Obligé. Tu changes quoi? Peut-être plus de barbe, en fait. Mm-hmm. J'ai une barbe, on appelle les barbes à trous, en fait. Mm-hmm. C'est les barbes à... T'es globalement les pas barbes à papa, quoi, tu vois, c'est... Ouais. Ça fait de la mousse, quoi, ça fait des trucs. Ouais. Mais pas partout, en fait. Donc finalement... Globalement, t'es pas très content de tes poils. Ouais, globalement, j'ai un problème Ouais. capillaire, on va dire. Mais La pilosité. Là, ça va, là, t'as une espèce de... Ah, ça, là, t'as vu? Oui. Ça, c'est ma fierté, ça. Mais oui, faut être précis, quoi. C'est tout, très très fin, la moustache. C'est tout un art. Ça, j'ai appris en Calabre, tu vois. On m'a appris ça, c'est les vieux mafieux calabrais qui m'ont appris à comment tailler ma moustache. 2 mm. Tu penses quoi de ta voix? Ma voix, j'aime trop ma voix. J'aime beaucoup ma voix et elle a évolué, elle a changé, c'est dingue. Mm-hmm. C'est dingue, l'empreinte vocale, ça en dit tellement sur les gens en vrai. C'est fou. Il y a des voix qui stressent, des voix qui apaisent, il y a des voix qui réconfortent, il y a des voix qui te motivent, etc. Moi, ma voix, je la mettrais plutôt dans l'apaisement. Parce que beaucoup de mes fans me disent ta voix me fait du bien dans le sens où, même si je peux dire des trucs hardcore, quand je le dis sous ce ton-là, un peu à la Barry White, tu vois, much love baby, bah là, tout de suite, c'est... Oui, c'est apaisant, même si c'est horrible ce que tu dis. C'est ça. Même si je raconte que je vais te dépouiller ta veste et que... Je vais te dépouiller ta veste. J'arrive même pas, t'es vraiment... Alors, j'ai pas une voix particulièrement aiguë, mais t'es genre vraiment une demi-octave en dessous, quoi, encore, quoi. Ouais. Mais t'es pas loin de me rejoindre. Parce que je suis passé par ton état. Je sais, c'est dur à vivre. Voilà, on n'a pas encore le coffre. T'en fais pas. Mais ça va arriver. Attends, je me le souhaite, quoi. Comment tu choisis tes vêtements? En vrai, je choisis très peu mes vêtements. Oui. Il y a 2 personnes qui choisissent mes vêtements. Il y a ma femme, et il y a un poteau qui bosse avec moi, qui fait partie de mon staff et qui est un peu le responsable de mon image, qui s'appelle Brandon. Oui. Et c'est ces 2 personnes-là qui me disent comment m'habiller. Donc, par exemple, tu vois, cette veste, Oui. avant de la mettre pour l'interview, je savais pas quelle veste j'allais porter, en fait. Je l'ai découvert comme toi, en fait, tu vois. 5 minutes avant. Karim, tu mets ça. Ok, vas-y. Ok, d'accord, c'est bon. Et donc, en fait, ils te disent, et toi, tu fais, bon, d'accord, je te fais confiance. Exactement. Quoi. Parce qu'au début, j'aimais rien. Oui. Vu que je connais rien. Oui. Donc, du coup, je refusais tout. Oui. Et puis, quand après, les premiers compliments sont arrivés, quand je leur ai fait confiance, du coup, ça m'a rassuré. Oui. Et en vrai, quand je m'habille seul, en vrai, je fais que reproduire ce qu'ils m'ont montré en vrai, tu vois. Oui. Et donc, je me trompe rarement, tu vois. Tu copies un truc dont tu sais que ça marche, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que des fois, tu te la pètes? Rarement, mais je devrais, en vrai. Ouais. Ouais, je devrais. Tu peux. Je le fais très très peu. Tu dis, t'as du mal à dire du bien de toi-même. C'est pas dans mon éducation, en vrai. Ouais. J'ai été éduqué dans l'humilité. Mais dans les métiers qu'on fait, dans les métiers artistiques et dans les métiers où, voilà, les business de l'art en général, il faut une part d'arrogance et où il faut se la raconter, quoi. Parce que si tu le fais pas, en fait, malheureusement, c'est pas naturel. On donne pas tes notes de noblesse directement. Oui. Il faut que tu les emmènes des fois, les gens. Faut les forcer des fois. Ouais. Donc je pense que je pourrais l'être vraiment plus. Est-ce que tu as déjà été jaloux d'un ami qui réussit? Non, au contraire, j'aime trop, moi. Ouais.
Je suis trop content. J'estime que quand quelqu'un gagne de mon entourage, on gagne tous parce que ça le grandit. Si tu grandis, je grandis parce qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de toi, mec. Ouais. Donc j'espère que je pourrai compter sur toi. Donc redeviens le plus grand possible pour pouvoir m'aider, que moi aussi je devienne grand, tu vois. Et vice versa, pareil. Si je peux aider des gens de mon entourage à devenir grands, j'ai toujours, depuis mes débuts de carrière, j'ai toujours incité les gens à devenir auto-entrepreneurs, à s'émanciper, à faire d'eux-mêmes, à se former. C'est très très important, faut se former. Il y a des corps de métier dans les mêmes branches, c'est-à-dire que là il va te dire ouais, je fais de l'image. Ouais, mais dans l'image il y a 15 métiers, mec. Il y a cadreur, il y a caméraman, il y a monteur, il y a étalonneur, il y a le mec du son, donc voilà, faut prendre toute la mesure et ne pas se dire que c'est facile, je peux faire plusieurs casquettes, c'est pas vrai. Apprenez un métier et dans toute sa pleine mesure. Et faites-le à fond. C'est ça. T'es jaloux en amour ? Ouais, je suis un gros jaloux. Ouais, je suis un gros jaloux. Jaloux des ex aussi ou pas ? Ouais. Grosse jalousie là, bien dégueu, bien relou, tu vois. Et t'es pas, oui. Et ça te... Parce que la jalousie, ça peut être un sentiment vraiment qui te mange ta race, en fait. T'arrives à gérer ou pas ? Oui, j'arrive, parce qu'après, ça fait plus de 10 ans que je suis avec la même personne, etc. Donc forcément, il y a la confiance, il y a plein de trucs qui fait que cette jalousie-là, elle s'estompe et peut-être même elle s'envole, tu vois. Mais je reste quand même jaloux, malgré tout. Ouais. Il y a un petit socle toujours qui est là, quoi. Ouais, toujours. Il y a un truc. Mais aussi, c'est lié aussi à l'environnement, l'environnement actuel, en fait. C'est de la société. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de pudeur, il y a de moins en moins de retenue, où n'importe qui peut venir parler à ta femme comme ça, Moi, je trouve que, voilà, il y a des codes, il y a des trucs qui se sont perdus, qui font que je reste jaloux, en vrai. Parce que c'est bien de l'être. Aujourd'hui, c'est bien. Il faut l'être. Mais c'est pas un sentiment agréable, en fait, la jalousie. C'est ça, non, c'est pas... Non, c'est pas cool. Mais l'amour, en vrai, il y a très peu de choses cool en amour, en vrai. Ouais, l'amour fort, je suis assez d'accord avec ça. Hein, c'est un truc dur, hein. Ouais, ça te... L'amour modéré, l'amour fort, en fait, c'est quand même beaucoup de souffrance pour 10% de papillons, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est énormément d'efforts, c'est plein de choses, franchement, mais les relations en elles-mêmes, toute relation aussi, c'est des choses qui sont dures à gérer, mais en amour, c'est dur. Est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé ? Oui, je pardonne. T'as des exemples en tête de pardon ? Ouais, on m'a fait plein de petits coups, plein de sales coups, des petits coups, des petits coups de traître, tu vois. Ouais. Ça arrive souvent. Et tu laisses passer ? Ouais, je laisse passer parce que je suis dans le pardon. Ouais. Mais j'oublie pas. Ouais. J'oublie jamais. Je suis une teigne. Parce que je considère que un chien qui mord une fois, il recommencera. En fait, tu fais plus confiance, en fait, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc, je te pardonne pour ce que tu as fait de mal envers moi. J'oublie. Mais je te laisserai pas la chance que ça se reproduise, en fait. Ton plus gros échec ? En fait, j'ai loupé plein de choses dans ma vie. C'est ce qui fait que ça m'a forgé. Ma scolarité, je l'ai complètement raté, tu vois. On peut même dire, mes débuts dans la musique, je les ai ratés. Je considère que je les ai ratés parce que même si j'ai eu du succès rapidement, je considère que j'aurais dû comprendre des choses plus vite si j'avais plus travaillé jeune, vite. C'est-à-dire que j'ai eu cette carrière-là parce que j'ai fait les efforts qu'il fallait, mais en les faisant plus tôt, j'aurais peut-être eu encore une plus belle carrière. Ouais. Et même financièrement, nous, quand on a eu le succès, etc., il n'y avait personne pour nous aiguiller ou nous diriger pour fructuer tout ça et en faire des grandes choses, en fait. Donc, je considère que mon début de carrière, il est pas si ouf, que mon éducation est nulle, que mes premiers clips, il y a plein de choses comme ça que j'estime que ça aurait pu être bien mieux, où je me suis foiré. Mais c'est tellement beau d'avoir ça dans son histoire, en fait. C'est que de se dire, je me suis planté, mais malgré tout, j'ai pu me relever et ça m'a grandi.
Est-ce que si je m'étais pas planté toutes ces fois-là, je serais devenu aussi grand? En fait, c'est toujours ce truc, c'est que toutes ces erreurs-là, elles t'ont mené là où t'es là, là où t'es maintenant, et peut-être qu'elles étaient toutes nécessaires au fait que... Et si t'es content de là où t'es, bon bah... C'est ça. Ça Mais c'est exactement ce que je pense. Et je pense même que dans chaque mal, il y a un bien. C'est-à-dire, il t'arrive pas du mal de manière anodine. Ça n'existe pas. Ouais. Il y a une conséquence d'actes, de paroles, de faits dont tu es l'acteur, qui t'amène là, en fait. J'en suis persuadé. Et donc, par rapport à ça, même dans ça, dans le mal et des trucs très durs à vivre, je pense qu'il y a des leçons de vie à en tirer et des choses qui peuvent te bonifier et te rendre bien meilleur. Rinka, merci. Merci à toi, mon gars. C'était une super rencontre. Merci beaucoup. Je pourrais parler encore des heures. Bon, bah cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Regarde, t'as une tasse avec ton nom. Ah, c'est cool. Voilà. C'est Tu mignon. pourras l'emporter à la fin. Ah, Si tu veux. Ça va, t'es content d'être ici ? Top. Tu préférais être ailleurs ou pas ? Non, je préfère être ici. Je suis bien ici. Il fait bon, on est bien.